Je me souviens des toilettes, de la maison où elles se trouvaient. J'y suis allée par curiosité et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Ils l'ont dissimulé en disant que je leur fasse plaisir. Ça ne me plaisait pas. Je me sentais mal. Je me souviens encore des odeurs. Mon corps ne m'appartenait pas parce qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mes frères étaient en quelque sorte des autoritaires pour moi, car ils étaient tous beaucoup plus âgés. Quand j'y repense, je me dis que c'était une horreur totale. J'avais 10 ans et l'autre en avait 20. J'étais dans une sorte de cercle vicieux où je fais constamment toutes ces choses désagréables et dégoûtantes et je ne pouvais rien y faire. Et changer les choses, je ne pouvais pas. Eh bien, à qui pouvais-je raconter ça? Personne. Je crois en un seul Dieu, le Père, Créateur tout-puissant du ciel et de la terre, visible à tous et invisible, en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique et le sacrifice du Père, engendré avant tous les âges. Je m'appelle Marie Schwetz. Je suis née dans une famille de vieux croyants. Vivre dans une famille de vieux croyants signifie vivre selon les règles. Et ces règles sont parfois même plus strictes que dans l'Église elle-même. En général, les vieux croyants sont différents en ce sens qu'ils sont plusieurs fois plus stricts. Je vais constamment à l'Église depuis ma naissance. On nous y conduisait tout le temps. Nous avions de nombreuses icônes à la maison. Nous prions le matin, le soir, avant les repas, après les repas. Maman avait 4 enfants. Je suis la deuxième. Il y a eu mon frère d'abord, puis moi après 10 ans, et 2 autres sœurs après moi. En fait, maman avait construit une telle structure pour que nous n'allions nulle part. Nous ne nous promenions pas, nous ne sortions pas. On n'avait pas d'amis. Il était important pour elle que nous étudiions uniquement. Nous ne sommes pas allés à la maternelle. Nous avions une nounou parce que maman travaillait, papa travaillait. Dans l'ensemble, nous n'avions pas de temps libre. On semblait toujours en mouvement parce qu'on était tout le temps en train de faire quelque chose et il y avait beaucoup d'obligations à la maison. Maman nous donnait une liste de tâches ou juste des tâches à faire, à mon avis. Elle voulait toujours nous occuper. Nous avions un jardin, nous devions le nettoyer, désherber le jardin et faire quelques tâches ménagères. Et pour aller quelque part, il fallait d'abord faire un travail, par exemple. Pour aller à l'entraînement, j'ai dû désherber 2 sillons. Il y avait un tel troc chez nous. Ma mère nous interdisait également d'allumer la télé à la maison. Pourquoi la télé? Parce qu'elle nous divertissait. Mon frère aîné pouvait le regarder, mais nous n'étions pas autorisés. Et je me souviens d'avoir regardé la télé par une petite fissure qui était dans la porte. Si maman était encore un peu plus laïque du point de vue de son éducation, ma grand-mère, elle, était pire. Son vieux croyant est assez profond. Elle disait, par exemple, que jouer au ballon, c'est frapper la tête de Jean-Baptiste, que c'était un péché. Mais nous avons quand même joué au ballon parce que maman nous le permettait. Nous étions une si grande famille. Et bien sûr, je voulais être amie avec eux, avec tout le monde, surtout avec les plus âgés. Parce que, me semble-t-il, c'est le désir de nombreux enfants d'être amis avec ceux qui sont plus âgés. Ça semble plus intéressant, les jeux étaient plus intéressants avec eux, et ainsi de suite. J'étais très active et curieuse. J'ai toujours été attirée quelque part. Mes frères étaient, en un sens, autoritaires pour moi, parce qu'ils étaient tous beaucoup plus âgés. J'avais environ 9 ou 10 ans et j'étais à la maison. J'ai entendu depuis la maison que quelqu'un était arrivé. Je suis sortie devant la porte, j'ai vu une voiture arriver. C'était la voiture d'un de mes frères. Je me souviens qu'il est venu vers moi et m'a dit « Allons-y, je vais te montrer quelque chose ». Et bien sûr, j'y suis allée avec joie. Il m'a conduit le long du trottoir jusqu'au bain public, fermant toutes les portes derrière lui. Il a enlevé son pantalon et a commencé à me montrer sa bite. Et puis, il m'a dit de faire certaines choses. Je peux probablement dire maintenant que je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais j'ai fait ce qu'il a dit. Il ne m'avait pas menacé, il ne m'avait pas frappé. J'y suis allée par curiosité. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Cela a été un choc pour moi. Et dans ce choc, j'ai eu l'impression de me figer. Et j'ai juste fait ce qu'il a dit.
parce qu'il avait 10 ans de plus. Mon frère avait environ 20 ans à cette époque. Après le premier épisode, tout a continué. Précisément avec lui, il s'agissait toujours de contacts oraux et de tentatives de pénétration anale. Je me souviens de cette maison où ça s'est passé, de cette crème, et ça faisait mal. Par la suite, d'après ce que j'ai compris, un des frères l'a dit aux autres. Et ils m'ont pratiquement tous fait la même chose. Tout cela n'a pas pris fin et a continué. C'était comme ça pendant un moment. D'abord avec un premier, ensuite avec un autre, puis avec un troisième. Je ne me souviens pas à quelle fréquence cela s'est produisait. Je me souviens d'environ 20 épisodes au total. Mais je sais avec certitude que cela a duré des années et je ne me souviens pas de tout. J'ai juste fait ce qu'il voulait. Pour moi, c'était juste que je devais endurer cela. Maintenant, je ne peux même pas expliquer pourquoi. Ils m'ont promis de regarder des dessins animés et des films avec moi, qu'on deviendrait amis et jouerons ensemble. C'était probablement important pour moi à l'époque. Ils l'ont dissimulé en disant que je leur fasse plaisir. Ça ne me plaisait pas. Je me sentais mal. Je me souviens encore des odeurs. Mon corps ne m'appartenait pas parce qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mais j'ai simplement choisi d'endurer. Je me disais, eh bien, je vais supporter et c'est tout. Oui, fais-le et oublie. Le faire et oublier, c'est tout ce qu'il y avait dans mon cerveau d'enfant. Eh bien, je vais le faire et c'est tout. Ensuite, tout ira bien. J'aurai des gens avec qui bavarder et nous serons amis. Regarderons des films. Mon attitude à leur égard n'avait pas changé. Je voulais parler avec eux, avoir de la compagnie et être leur ami. Je n'avais pas vraiment d'autres options pour parler avec des gens. À l'époque, j'étais une enfant. C'est maintenant que je peux analyser les choses. J'étais dans une sorte de cercle vicieux où je faisais constamment toutes ces choses désagréables et dégoûtantes. Et je ne pouvais rien y faire. Et changer les choses, je ne pouvais pas. Mon corps ne m'appartenait pas parce qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient. J'étais petite. Il n'existe aucune ressource pour combattre ou résister à cela. Ils m'ont dit de n'en parler à personne. Ils n'avaient même pas besoin de me forcer. De toute façon, je serais restée silencieuse parce que c'est un sujet tabou que personne n'abordait. C'était un secret que tu devais tout garder pour toi. Eh bien, à qui pouvais-je en parler? À personne. C'était tabou. C'est quelque chose de honteux, de terrible. Alors je l'ai gardé pour moi. Je n'avais pas la possibilité de venir voir ma mère ou mon père et de leur dire que cela se produisait. Je n'avais pas de force intérieure. Étonnamment, je comprends maintenant que je n'ai même pas tenté de le dire. En fait, je ne voyais pas cette option comme une possibilité de solution. Et même à ma sœur, qui avait 1 an et demi de moins que moi, bien que nous étions très proches, je ne lui ai rien dit non plus. Je l'ai caché à tous. Il y avait un sentiment de culpabilité, oui. Je me sentais coupable de ce qui m'arrivait. En fait, je cherchais constamment une sorte de protection, de soutien. Et ce n'était probablement pas le rôle de mon père renfermé et distant. Parce qu'avec papa, c'était comme s'il était là, comme s'il n'était pas là. Il était en quelque sorte absent et peu impliqué. Il buvait de l'alcool de temps en temps. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai rencontré un jeune homme, Vaska. Il m'a semblé jeune et il m'a dit qu'il avait 17 ans. Puis, au bout d'un moment, il a admis qu'il avait 26 ou 28 ans. Je ne me souviens plus exactement. Il venait constamment me chercher à l'école. Au début, j'hésitais de monter dans sa voiture, mais ensuite, je me suis laissée aller. Il m'emmenait toujours hors de la ville où nous bavardions. Il ne me touchait pas, nous parlions juste. Puis il y a eu une période, un jour de printemps. Maman avait voyagé pour une semaine de vacances. Il est venu me prendre après l'école et m'a emmené me balader hors de la ville, dans la forêt, vers un lac où nous n'étions jamais allés auparavant. Il s'est garé et a dit qu'il voulait s'asseoir derrière. Et ensuite, je ne me souviens plus exactement. Ces souvenirs sont toujours flous jusqu'alors. Mais je sais avec certitude qu'il s'est assis sur le siège arrière. Et puis, apparemment, il m'a approché à un moment donné. Je me souviens qu'il m'a attrapé par le cou ou par les cheveux. Si je ne me trompe pas, et m'a embrassée. Mais je ne m'en souviens pas davantage.
Je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti ou vécu, si c'était douloureux ou pas. Mais là-bas, dans la voiture, dans sa forêt, il m'a pris ma virginité. Je n'avais même pas encore mes règles. Dans l'ensemble, je n'étais plus une enfant. J'avais 12 à 13 ans. Eh bien, comment ai-je survécu? J'avais très peur. Je pensais constamment que j'étais une sorte de malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Dans ma tête, ça disait: tu es mauvaise, tu es déjà souillée, tu dois simplement continuer car tu n'as pas eu le courage d'en parler auparavant. Un jour, je me souviens très bien qu'il y avait un mariage à l'église. J'ai compris que je ne me marierais jamais. J'ai pleuré parce que j'étais déjà une sale ratée. J'ai trouvé de nombreuses façons d'oublier tout cela. Le psychisme de l'enfant s'adapte à tout, à l'occurrence le mien. Je me suis adaptée à cela extrêmement vite et bien. Bien dans le sens du fait que d'une manière ou d'une autre, j'ai vécu ma vie. Autrement dit, ce n'était pas comme cela s'est produit, alors je vais me retirer, je vais me renfermer et me promener avec un visage aigri et triste. Non, 10 minutes s'écoulent pendant lesquelles vous devez faire toutes ces choses désagréables. Puis vous changez simplement de personnage et vivez votre vie normale, où vous riez, vous vous réjouissez, faites des choses que vous aimez. Pour les gens, cela ne faisait aucune différence. C'est comme s'il y avait plusieurs personnalités en moi d'abord une ici qui fait ça, et puis une autre, Marie s'active en éteignant la première, ensuite une troisième, et ainsi de suite, comme c'est socialement accepté. Et les gens n'auraient jamais pu s'imaginer que cela m'arrivait. Dans ces moments-là, c'était comme si j'étais emportée quelque part, et puis je revenais en moi, et tout allait bien. Une sorte de double vie. Pour moi, il y avait comme une séparation ou quelque chose comme ça, du genre qu'il y a ça d'une part et ma vie normale d'autre part. Cela m'a probablement aidé, car je n'ai pas tout combiné en un seul endroit, d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas dispersée. Je crois qu'il existe de nombreux facteurs qui influencent la raison pour laquelle cela se produit, et pour moi, je me suis retrouvée mêlée à tout ça parce qu'il y avait ce désir inconscient de recevoir une sorte d'attention qu'on n'avait pas chez nous à la maison. Et à cause de ça, vous vous dites: eh bien, je dois avoir cette attention au moins d'une manière ou d'une autre. Après que tout cela s'est produit avec mes frères, puis que je suis entrée dans cette histoire avec ce jeune homme, j'ai alors réalisé que je n'avais plus aucune valeur de mon corps ni d'estime de soi. Et ça a continué. Je me suis laissée emporter et ne prenais plus soin de moi. Tout cela a duré environ 5 ans, de mes 9 ou 10 ans jusqu'à mes 14 ans. Tout ça a fait à ce que j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté d'être souvent à la maison, puis j'ai fini par quitter la maison. 3 ou 4 ans après, j'étais encore complètement immature. Quand j'avais 17 ou 18 ans, sans raison valable, j'ai enlevé ma croix parce que c'était inutile. Je n'en avais pas besoin. Je pense que c'est aussi une façon de se protéger mentalement. Je n'y avais pas du tout pensé avant. Je pensais que tout allait bien avec moi. Je me disais: maintenant, je suis à Moscou et je gagne bien ma vie, tout va bien pour moi, etc. C'est juste, comme pour tenter de m'échapper. Je me suis dit: je n'ai pas non plus besoin de la croix, je n'ai besoin de rien du tout. Il arrive souvent qu'un traumatisme psychologique affecte notre défense mentale. C'est-à-dire qu'au moment où quelque chose arrive à une personne, une défense psychologique telle que la répression est activée. Le cerveau réprime les souvenirs qu'une personne, et le plus souvent qu'un enfant, ne peut pas surmonter pour le moment, parce qu'il manque de ressources et de force. Et le moyen le plus optimal pour préserver le psychisme de l'enfant est simplement de réprimer ses souvenirs afin que l'enfant n'entre pas en contact avec eux. Au traumatisme de violence sexuelle est souvent associée la violence physique. Jusqu'à mes 22 ou 23 ans, je n'y pensais pas du tout, vraiment pas. Toutes ces défenses mentales étaient tellement accélérées qu'elles ont été scellées quelque part dans un coin de ma tête. En fait, c'est comme si j'avais un panier dans mon grenier avec toutes ces histoires dans lesquelles je n'avais jamais regardé.
À un moment donné, ce panier tombe du grenier et vous ne saviez pas qu'il était là. Vous pensiez, eh bien, j'ai un grenier, tout va bien là-bas, c'est propre. Et à un moment donné, un tel coffre avec mes souvenirs m'est tombé sur la tête. Et tous les souvenirs sont revenus d'un seul coup, comme si ça m'avait vraiment frappé à la tête. À chaque fois que ces souvenirs remontaient, je me disais que je vais devenir folle. J'étais enceinte de 7 ou 8 mois. J'allais constamment faire des ajustements chez un ostéopathe, chez une femme, pour y avoir un bon accouchement, entretenir ma santé, etc. Et j'étais allongée en tant que consultation chez cette femme. Elle travaillait en touchant ma tête. À un moment, je ferme les yeux et une image me vient. C'était une photo de moi petite. Elle avait une telle expression sur son visage que je n'oublierai probablement jamais. Comme s'il y avait tant de douleur, de tristesse, de peurs en elle. Et après cette photo de moi petite, tous les souvenirs reviennent et je me mets à pleurer. Puis je suis sortie pleurer à l'extérieur. Après cela, je crois que je pleurais constamment. Pour moi, c'est l'horreur. Parce que quand je revoyais cette image dans ma tête, je la regardais, cette petite fille, et je me disais que c'est terrible. J'avais 10 ans et lui en avait déjà 20. Il me semblait que j'avais tellement de haine en moi que je ne savais tout simplement pas quoi faire de cette haine. Et force est de constater que mon attitude a beaucoup changé. Ils utilisaient simplement un enfant comme ils le souhaitaient. Bien sûr, personne ne m'avait battu, forcé, ni tenu par les cheveux, ni tordu les mains. Mais il est assez facile de persuader une personne de 10 ans de faire n'importe quoi. Et c'est cette colère qui m'a donné une telle motivation que j'ai probablement encore. Apprenez d'abord à aider les autres et vous-même. Il s'agit d'un niveau de douleur interne si intense que je ne savais pas où la mettre. Alors je me suis dite, j'irai étudier, parce que si je ne vais pas étudier, si je ne vais pas en thérapie, je vais m'effondrer. Comment devrais-je vivre? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment je peux vivre avec ça. Dès mon accouchement, littéralement le 2e jour, j'avais déjà une séance programmée avec un psychologue. J'ai eu besoin des 6 premiers mois juste pour me stabiliser. J'ai récupéré grâce au fait que, d'abord, je l'ai dit à ma mère, elle a commencé à me soutenir. Je l'ai dit à ma sœur. Et en gros, le fait que j'ai commencé à en parler était déjà un facteur qui a atténué la situation. Maman est restée silencieuse pendant presque toute la conversation. Elle ne savait pas quoi dire. À un moment donné, elle a dit qu'elle avait deviné. Elle était complètement confuse. Elle est probablement encore confuse. Elle s'en veut probablement, elle en a parlé une fois. Eh bien, papa se sentait mal aussi. Tout le monde se sentait mal. As-tu parlé à tes frères? J'avais coupé le contact. Je n'ai plus parlé ni pris contact avec mes frères, car il me semblait qu'entrer en contact me détruirait encore plus. Après m'être souvenu de tout, il était clair que j'avais un immense désir de faire cela. Je voulais qu'ils s'agenouillent tous devant moi. Maintenant, il y a leurs réactions, et elles sont très négatives. Ils m'accusent et me rejettent la faute. L'un a dit que j'ai inventé cette histoire, l'autre a dit que je les ai moi-même provoqués à de telles actions, qu'il y a un diable en moi et que ce diable fait son travail en me faisant séduire des gens. Ils ont un tas d'idées farfelues pour se justifier. Qui a raison, qui a tort, cela n'a plus d'importance. Rien ne peut être changé. C'est fini. Maintenant, la question est de savoir comment s'en sortir. Comment vivre une vie normale? Voilà les questions que je poserai. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Tu m'aimes autant. Montre-moi encore une fois à quel point tu m'aimes beaucoup. Je veux aussi, maman. Vas-y. Eh bien, tu es forte. Nous discutons souvent du thème de l'éducation sexuelle, des limites corporelles, des limites personnelles. Ces questions sont connectées. J'aime ceci. Tu aimes ceux qui parlent des enfants.
Oui, elle aime ceux qui parlent de la façon dont les enfants naissent. Ici, c'est une fille, là aussi une fille, et là, c'est une femme. Maman, quand je grandirai comme elle, pourrais-je me balader toute seule? Bien sûr. Je souhaite à chaque mère de prêter attention à son enfant et à son développement psychosexuel. Un enfant ne se développe pas seulement du point de vue de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il développe des compétences en communication et d'autres compétences. Du point de vue du développement psychosexuel, il traverse également un parcours. Et il ne faut pas prétendre que cela n'existe pas. Plus il y a d'interdictions, plus le fruit est sucré. Moins vous en dites, plus la situation peut être terrible à l'intérieur de l'enfant. Car les interdits et l'autoritarisme d'une mère ou d'un père ne conduisent pas à des relations de confiance. Lorsqu'un enfant n'a pas de mère ou de père qui le chérit, qui l'accepte, alors il gardera le silence sur ce qui lui arrive. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne suis probablement pas la seule. Nous sommes nombreux dans cette situation. Alors, je suis allée directement à l'université. J'avais déjà fait des études supérieures et je suis partie étudier en reconversion auprès d'un psychologue consultant. Je travaille comme psychologue généraliste. Les gens viennent vers moi avec des demandes diverses, mais en même temps, je suis assez plongée dans le thème des violences sexuelles et je fais aussi de l'éducation sexuelle. J'espère qu'à l'avenir, nous et l'État dans son ensemble considérerons l'éducation sexuelle comme une mesure qui protège les enfants de la violence sexuelle. En Russie, une fille sur 5 a été victime de violences sexuelles et un garçon sur 13. C'est une statistique terrifiante. Je ne crois pas à la guérison, je crois à l'adaptation. À mon avis, l'adaptation que j'ai maintenant est superbe. Elle est excellente. Elle ne me détruit pas. C'est la croix que j'ai enlevée quand j'avais 17 ou 18 ans. Et étonnamment, il a survécu. Ça me rappelle ma jeunesse, mon enfance, mais je n'éprouve plus de sentiments lourds quand je le regarde. Ce qui s'est passé dans ma famille n'a rien à voir avec la religion et ce n'est pas que je me pose des questions sur l'aspect religieux. Cela se produit aussi bien dans les familles non religieuses que dans les familles religieuses. La religion n'y est pour rien.